déguisés, sous couvert d'emploi temporaire, souvent sans statut, que l'on multiplie dans les administrations et autres. Que dire alors de tous ces dispositifs d'insertion professionnelle où le recrutement ne se fait pas toujours en fonction de la qualification, mais bien plus du réseau social ou familial, perpétuant ainsi le clientélisme. C'est ça la réalité. Alors juste un élément sur un dispositif, celui de l'ANSEJ, un article particulièrement éclairant dans le Watan de 2012, je crois, où il est dit qu'un certain nombre de crédits que accordait d'abord la gestion de l'ANSEJ. Alors il cite, c'est impressionnant, c'était en 2011, pardon. L'ANSEJ était beaucoup plus performante et opérationnelle. Actuellement, ça c'est un militaire qui parle, elle est un instrument du DRS. DRS, quel rapport avec l'emploi? Concernant la nature des investissements, un responsable de l'ANSEJ affirme: rares sont les projets qui vont aboutir. La seule motivation des jeunes, c'est de décrocher le crédit bancaire et de partir à l'étranger. D'ailleurs, il y a eu des manifestations il n'y a pas très longtemps de bénéficiaires de crédit de l'ANSEJ qui effectivement sont absolument pris à la gorge parce que les échéances arrivent, il faut payer, et qui n'arrivent plus. Soit parce que évidemment ils ont dépensé cet argent-là sans faire quoi que ce soit alors tout simplement les créneaux qu'ils ont investis sont des créneaux qui ne sont pas du tout porteurs. Tout le monde s'est mis à faire du transport et ainsi de suite. J'ai un exemple dans ma famille, exactement de cette situation-là. Elle a commencé une année, ça marchait très bien. Et là, avec sa camionnette, il la regarde à longueur de journée, de temps en temps, il fait une petite course. Et évidemment, il arrivera un moment où il ne pourra pas payer le crédit. Alors, dernier point, et je terminerai là-dessus, la croissance des inégalités. Il ne faut pas se fier au niveau de revenu qui a augmenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, PIB par habitant, parce que le PIB par habitant n'a pas de sens, c'est une moyenne. Il cache mal, le PIB par habitant, les disparités, les inégalités. Et celles-ci ne cessent de croître, affectant gravement les catégories populaires. Selon toujours le même économiste, Benachou, 40% des ménages algériens ne disposent pas du seuil minimum pour vivre modestement. Quel est le seuil minimum fixé? 350 € mensuels. Alors, on dit, mais comment ça peut tenir? Et quelque chose qui est vrai, c'est que la crise du logement aide, entre guillemets, à cacher cette pauvreté. Pourquoi? Parce que la crise du logement fait qu'on reste encore à vivre en famille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez, dans un même foyer, avec le père et la mère, deux enfants, parfois un garçon et une fille, qui effectivement ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas les possibilités d'aller loger ailleurs et donc restent, vivent avec leurs parents. Et en vivant avec leurs parents, évidemment, ça fait qu'on est là dans les économies d'échelle, on partage les frais à 3 ménages au lieu d'un. Évidemment, d'une certaine façon, ça cache un peu et ça masque, en tout cas, les disparités qui sont bien réelles. La précarité touche
toutes les catégories de salariés, travaillant aussi bien dans les entreprises privées, bien sûr, que publiques, et même dans les administrations. Faiblesse des salaires, contrats précaires, et même, alors ça c'est un comble, alors ça c'est le secteur privé, c'est quasi systématique, la couverture sociale défaillante. Vous avez des gens qui travaillent, qui ne sont pas du tout couverts par la sécurité sociale. Pas du tout. La part des traitements, alors, autre chose en matière d'inégalité, la part des traitements et des salaires ne cesse de baisser au profit du capital. 44,8% contre 43,4% en 2002 et 38% contre 55% à la part du capital en 2006. Ajoutez un élément important dans cette balance, la fraude fiscale. Car dans l'histoire de la fiscalité, ceux qui payent véritablement l'impôt sur le revenu, ce sont le seul salarié déclaré et les fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'on va prélever à la source. Une bonne partie, et notamment de ceux qui détiennent des capitaux, ne s'acquittent pas de leurs impôts. Et bien évidemment, vous avez comme élément à ajouter, c'est que les signes d'enrichissement, aujourd'hui en Algérie, dépassent absolument toute limite, toute décence et toute morale. Construction luxueuse, voiture de Tibet. Absolument. Je vais vous... Je crois que je l'ai ramené. Je vais vous le... Juste, vous le donner à titre indicatif. Parce que ça m'avait frappé à l'époque quand je l'avais lu. C'était dans Jeune Afrique de 2010. Il titrait « Sur les riches en Algérie ». Il parle des riches, des nouveaux riches. Ou des riches anciens qui continuent encore à s'enrichir. Il parle d'un jeune, son père est passionné de traversées maritimes. Sa surface financière lui a permis d'acquérir un yacht, le yacht de ses rêves, 2 millions d'euros. Mais le malheureux, le seul port de plaisance contre le pays est saturé. Il a fini par domicilier son yacht, vous savez où? Sur la Côte d'Azur. Et quand il a quelques jours de repos, il loue un jet privé, se rend à Nice pour sortir en mer. Et ça, c'est le témoignage d'un fils, d'un chichi, ou je ne sais pas comment on appelle ça, d'un fils de riche. Alors, je vais prendre encore 2 minutes pour conclure. J'ai trop parlé. Je pense qu'il faut sortir du débat qui me paraît être totalement dépassé. En tout cas, qui ne pose pas les problèmes. Le débat entre ceux qui considèrent, appuyés par la vague néolibérale, qu'il faut plus de libéralisme en Algérie. Qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas suffisamment libéraux. Il faut privatiser tous les actifs publics, il faut libéraliser les circuits, il faut y aller. Arrêtons avec l'État, arrêtons avec les monopoles et ainsi de suite. Vous avez aujourd'hui en Algérie des gens qui expriment ce type d'idées et qui vont dans ce sens-là. Il y a toute une... plein de... y compris des économistes d'ailleurs, qui vont dans ce sens-là. Oh, si je devais donner un politique qui est un peu dans cette mouvance-là et qui vraiment, lui, prône en disant
C'est ça, je sais pas, je ne vais pas lui faire beaucoup de mal, mais un gars comme Ben Bito, c'est ça. Ah bon, il faut y aller, arrêtons. D'ailleurs, il participe à un gros ouvrage financé par d'ailleurs un des anciens riches, nouveaux riches, je ne sais pas comment on l'appelle, qui va dans ce sens-là. J'ai nommé le patron de Civital. Alors voilà. Tout soutient un certain nombre d'économistes qui vont un peu dans ce sens-là et dans la politique. À mon avis, ceux qui prônent le libéralisme sont un peu dépassés. De même qu'il faut sortir aussi, en tout cas s'éloigner de ceux qui, nostalgiques de l'ère de l'État hégémonique, arc-boutés au secteur étatiste, et qui vont prôner le maintien ou le regain d'une intervention hégémonique de l'État dans toutes les sphères de l'économie. Donc on a, ce débat-là me paraît être un débat entre des étatistes hégémonistes et les libéraux et ainsi de suite, ne me paraît pas être le bon débat. Parce que l'une et l'autre des visions antagonistes partagent cependant un penchant vers le modèle rentier que l'État a mis en place pendant toutes ces années. Enfin, et c'est mon opinion, la question essentielle qui se pose dans le cadre d'une économie rentière comme l'Algérie est vers quel type d'économie il faut aller. Quelle est l'économie qu'il faut promouvoir? Est-ce qu'on va maintenir différentes formes? Une économie basée sur des activités de redistribution, de circulation des produits de la rente, ou alors une économie de production? Le choix qu'a fait le pouvoir d'État toutes ces années est celui de maintenir, voire même de renforcer l'économie de rente. Quitte à en modifier, bien sûr, certaines modalités et règles de gestion, en associant à sa gestion d'autres niveaux subalternes et quelques cercles privés. Paradoxalement, en apparence, pour moi, le choix aujourd'hui passe par le dépassement de l'État qui s'est imposé aux Algériens depuis l'indépendance. Non pas un État abstrait, non, je veux parler de l'État autoritaire qui a mis en place un système économique et social dont on a vu les dégâts. Un État qui est aussi le lieu de production et de reproduction d'un nouveau système économique dans lequel le groupe dominant, un groupement d'intérêts de plus en plus liés à des intérêts capitalistes internationaux. Et donc la solution, si solution il y a, elle réside dans un État moderne, un État de droit à même de promouvoir cette économie en capacité de répondre aux besoins de la société. Je pense que la question économique essentielle, elle réside là. Paradoxal, la question économique est d'abord une question politique. Je vous remercie. Merci M. Tahmani pour cet exposé. Nous passons donc la parole au public. Et on a déjà une question. Madame, allez-y. Oui. J'en ai deux. À un moment, vous avez dit, monsieur, qu'aucun parti n'a su donner une structure d'ensemble au mouvement contestation, à la contestation, enfin, contestation successive. Je voudrais savoir si aucun parti, aucun syndicat n'a su, n'a pu ou n'a pas voulu. Pourquoi? D'autres questions. Vous avez dit qu'effectivement en Algérie, il y avait une misère, excusez-moi, vous disiez qu'en fait, il y avait effectivement une situation
manque de progrès dû en fait à la colonisation, on partait de zéro, et vous avez dit qu'on pouvait comparer avec d'autres pays. Donc j'aurais voulu savoir avec quel autre pays qui s'y sont pris autrement pour finalement arriver à des résultats plus positifs. Quels sont ces pays-là? Et pourquoi ont-ils mieux réussi? Vous préférez répondre? D'accord. Une autre question? Bon, moi j'aurais une question à poser, hein, pour rebondir sur votre conclusion, sur justement le problème du débat économique dans le milieu des économies universitaires et intellectuelles en Algérie. Donc tout le monde s'entend sur le fait qu'il faut être indépendant du pétrole, etc. Et justement, très peu nous proposent des modèles économiques en Algérie. On propose des solutions comme ça à très court terme, mais il n'y a pas de vision à long terme. Et il y a une espèce de pauvreté dans le débat intellectuel autour de l'économie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de pensée économique en Algérie? Et s'il existe une pensée économique en Algérie, quelles sont ces tendances? Je pense que ça, vous l'avez déjà dit à propos des libéraux ou des nostalgiques de l'Algérie socialiste d'avant. Ouais. Allez-y. En fait, excusez-moi, mais j'allais exactement dans votre sens parce qu'il me semble que le gros problème en Algérie, c'est que le débat économique n'est jamais vulgarisé. Donc la culture publique algérienne est très très pauvre en termes économiques. Et tout de suite, le débat est exclusivement politique et très peu économique. Et quand il est politique sans base économique, souvent en fait c'est très ritualisé. Le débat politique algérien est très ritualisé et très faible de ce point de vue. Et pour aller dans le sens de madame, en fait, vous avez évoqué à la fin de votre intervention en fait deux polarisations qui commencent à se dessiner en Algérie entre une tendance néolibérale. Vous avez cité Ben Bitour, moi je rajouterais peut-être Ben Fliss aussi, qui ne se cache pas, qui ne le dit pas ouvertement, mais on est dans cette tendance. Et puis une autre tendance qui est peut-être la tendance néo-keynésienne, mais sans le dire complètement, néo-keynésienne, issue un peu du réformisme de Hamrouche. Et comment peut se dessiner un modèle économique en Algérie, dans l'Algérie actuelle, en faisant abstraction en fait des pesanteurs politiques, comment peut se dessiner un débat économique en Algérie, sachant où le rôle de l'État sera nécessairement un levier très important, mais qui soit un État régulateur, mais pas un État redistributeur, comme vous l'avez dit. Merci. Bonsoir. Alors, un peu pour aller dans le même sens ou rebondir sur les questions qui viennent d'être posées, j'en aurais plus ou moins deux. Vous avez évoqué je vous vois. Tu as évoqué tout à l'heure la question de groupe, un ouvrage qui aurait été financé par Cévital, si j'ai bien compris. Donc, et en même temps, si j'ai bien compris, il y a une tentative de structuration, ou alors j'interprète qu'il y a une tentative de structuration du champ du débat économique en tout cas, par des puissances, par des groupes d'intérêt économique qui existent, qui sont déjà en place. J'aimerais savoir si justement, alors là c'est difficile d'échapper à la question politique, quels sont les liens avec le régime politique, quels sont les liens qu'entretiennent ces groupes d'intérêt. Et tu as dit autre chose, parce que je ne sais pas si Cévital s'insère et le relais de multinationales, mais c'est très clair dans d'autres domaines, et tu as évoqué le fait que des groupes d'intérêt à l'intérieur de l'État sont des relais des multinationales. Est-ce que ce sont deux choses différentes, et donc on serait en présence d'une configuration avec plusieurs acteurs, des acteurs qui seraient plus locaux et qui auraient leur propre stratégie
et qui veulent gagner du terrain en attendant, qui voudraient gagner du terrain, ou est-ce que, en gros, quelle est la configuration? Et la deuxième chose, c'est une remarque ou un commentaire sur ce que tu as dit à la fin. Est-ce que, justement, parce qu'on a des intérêts économiques colossaux en jeu, est-ce que la démocratisation des institutions entraînerait automatiquement comment je dirais pas une ouverture économique, c'est pas le mot, mais une refondation de l'économie algérienne avec justement soit sur ce modèle-là, le modèle qui vient d'être évoqué, en tout cas en sortant de la rente et en sortant du système de redistribution clientéliste. Est-ce qu'il y a est-ce que justement les intérêts en jeu, les intérêts colossaux en jeu, ne sont pas plutôt un frein à la démocratisation et ne sont pas un frein à la démocratisation? Et ensuite, ensuite une autre série de questions. d'accord, je vous dirai quand. C'est bon, d'accord, il pose d'abord, il répond ensuite quand on revient. Alors, sur la contestation et l'absence de relais partisans et syndicaux, c'est une constatation. Les partis sont totalement absents par rapport à... par contre, au niveau syndical, si, il y a des tentatives. Il y a des tentatives par les syndicats autonomes, dits autonomes, en tout cas des syndicats organisés en dehors de la centrale de l'État, l'UGTA. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que ces syndicats-là sont particulièrement réprimés, en tout cas non reconnus par le pouvoir, qui fait d'ailleurs des tas de tentatives pour les discréditer et les manipuler de différentes façons. Quelqu'un a parlé, et d'ailleurs eux-mêmes font sortir l'idée de créer des syndicats dissidents, fameux clonage, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a Je crois qu'il y a un élément essentiel, c'est que le pouvoir a peur que la contestation s'organise sur des bases autonomes. C'est ça la véritable question. Peu importe les acteurs. Le souci principal, c'est comment faire en sorte que, même quand il y a des acteurs qui peuvent contester l'ordre social, je ne dis même pas l'ordre politique, l'ordre social, l'essentiel c'est de faire en sorte que leur autonomie soit bridée. Voilà. J'ai parlé d'ailleurs à un moment donné que à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, il y a une volonté, et même plus qu'une volonté, des pratiques de récupération de ces mouvements, mais en tout cas de ceux qui, dans ces mouvements-là, essayent un peu de gérer. Alors, pour ce qui est des pays qui ont à peu près, ou sont partis sur à peu près les mêmes bases et qui ont connu, vous avez, même s'ils ont choisi des chemins différents, ils ont eu des orientations différentes, dans des contextes peut-être différents, vous avez tous les pays de l'Asie du Sud-Est, vous avez un certain nombre de pays, on peut ne pas être d'accord du tout avec leur orientation et leur choix, mais il y a des pays qui aujourd'hui apparaissent comme étant des pays, évidemment, où les inégalités persistent. Ça, je ne le nie pas du tout. Mais il se trouve que en Algérie, on a et les inégalités et l'absence de développement. Donc, voilà. Sur le débat économique, l'absence de pensée économique,
je crois qu'il... Et là, l'initiative prise par le groupe des libéraux, pour peu qu'il, d'ailleurs, il s'affiche en tant que tel, c'est une excellente chose. À mon avis, il faut que les débats en Algérie soient des débats clairs. Que je suis un libéral, je défends le libéralisme. Point. Et que ça soit clairement acté et que les gens sachent effectivement, mais qu'on puisse évidemment critiquer. Et puis d'autres modèles qui peuvent apparaître. Au niveau de la pensée, en tout cas au niveau du milieu universitaire, moi j'ai connu le milieu universitaire en tant qu'étudiant et en tant qu'enseignant dans les années, jusqu'au milieu des années 90. Je peux dire que dans le milieu universitaire, la pensée dominante, la pensée en tout cas hégémonique, c'était la pensée qui allait dans le sens effectivement des thèses du pouvoir. Vous savez, dans les années 70, vous n'avez pas une seule thèse algérienne, pas une seule, qui affichait une lecture critique des fameuses industries individualisées. Vous n'avez pas une seule. Ou la réforme agraire et ainsi de suite. Donc, il y a à l'évidence dans le milieu académique un manque terrible, effectivement, de débats, vraiment sur des bases propres. Alors il y en a quelques-uns, des individualités que j'ai pu repérer ici ou là, dans un certain nombre d'universités, mais ça reste très très limité, vraiment très très limité. Et donc, si effectivement sur d'autres bases ça peut se développer, que le débat économique puisse s'enclencher en Algérie, ça ne peut être que quelque chose que personnellement j'approuverais tout à fait. Un débat économique, c'est vrai, comme le disait notre ami tout à l'heure, mais pas faussement politique, c'est-à-dire en fait, évidemment, de donner des arguments économiques avec des faits, des chiffres et ainsi de suite, et qu'on puisse véritablement débattre, indépendamment, évidemment, des intérêts des uns et des autres. Vous aurez compris que dans ma conclusion, moi je ne suis pas contre l'État. Loin de moi cette idée, pas du tout. Je pense d'ailleurs que l'État a un rôle et un rôle absolument essentiel. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est de quel État on parle. Ou bien c'est un État qui véritablement, d'abord sur le plan du droit, soit un État de droit, ça c'est une chose, mais un État qui peut se représenter l'ensemble des intérêts de la société, si tant est qu'il existe un comme ça, mais en tout cas, on va vers ça, mais pas un État dans lequel est né, s'est développé une catégorie de prédateurs. Celui-là, évidemment, personnellement, je n'en veux pas. Je pense qu'effectivement, on a besoin d'un État moderne, régulateur, comme vous l'avez dit, même dans les économies les plus libérales. Je vais vous donner un exemple très simple pour dire que l'importance de l'État aujourd'hui. Donc, je ne nie pas du tout. Mais sauf que dans les deux débatteurs libéraux étatistes, en réalité, ils mettent de côté, ils négligent, en fait. Il ne faut pas d'analyse de l'État algérien, en réalité. Voilà le véritable problème. C'est qu'il ne faut pas d'analyse de l'État. Ils parlent d'un État abstrait. Non, parlons d'un État concret. Alors, justement, sur la question de l'État, dans les économies libérales, prenez l'économie la plus libérale, les États-Unis. Je trouve que en dehors de ces éléments concernant l'économie de l'Algérie, je travaille sur des nouvelles technologies. Vous savez que le programme informatique aux États-Unis, c'est-à-dire là, puisque vous avez les fameux Silicon Valley, les startups, Apple et ainsi de suite, en réalité, c'est vraiment un programme du gouvernement américain.
C'est le vice-président Al Gore avec un programme d'informatisation d'abord. Comment? En fait, toute l'administration fédérale allait passer commande justement auprès des grands constructeurs informatiques qui a véritablement dopé et la production et la recherche et l'innovation. Donc en fait, contrairement à ce qu'on dit, les États les plus libéraux, en tout cas qui se proclament en tant que tels, à vrai dire, il faut se méfier. Pas du tout. Ils savent très bien quels sont les intérêts, non pas seulement des groupes, mais de l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas seulement ça en termes de groupes réduits. Sur les groupes d'intérêt, je pense que c'est une idée qu'il faut peut-être creuser. Moi, personnellement, je n'ai pas d'éléments probants là-dessus, donc je ne pourrais pas l'avancer. Mais je pense qu'à l'origine, les groupes d'intérêt sont d'abord des groupes d'intérêt à l'intérieur de l'État ou en lien avec l'État. Y compris, tiens, on parle beaucoup de ce capitaine d'industrie, comme on l'appelle dans certains cercles. Rabrab. Comment il a fait sa fortune? Vous savez? C'est l'État. Avec quoi? Qu'est-ce qu'il produit, Rabrab? Il ne fait rien d'autre que de transformer, une faible transformation, notamment par exemple dans... Tiens, on parlait d'agroalimentaire, des huileries. Mais c'est quoi? Quelle est la production locale qui le fournit? Pas du tout. Faible transformation, donc faible création de valeur ajoutée. Donc par conséquent, en réalité, il a un marché captif. Et en réalité, on a remplacé un monopole étatique par un monopole privé. Point. C'est tout. Donc par conséquent. Alors maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces groupes d'intérêt privés qui sont nés grâce à l'État, est-ce que, c'est une question, est-ce qu'ils ont pu